Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast. Nous revoilà pour la rubrique qui me tient le plus à cœur sur cette chaîne, l'œil du temps. Alors c'est vrai que j'avais pas fait de vidéo depuis, je crois que depuis mi-septembre, je crois, malheureusement. Le problème c'est que ce sont les vidéos qui me prennent le plus de temps sur la chaîne, plus que par exemple le ciné Icecast. Je crois que quand je fais des vidéos de 1 heure sur un film d'actualité, des fois ça peut être assez long. Mais bon, là il y a un travail un peu plus complexe, c'est-à-dire que il y a le revisionnage du film qui compte, il y a l'écriture, comment je vais aborder le film, l'enregistrement, le montage, c'est quand même assez long, c'est un peu plus long quand même que quand je vais présenter un film d'actualité. Après, de toute façon j'ai toujours un plaisir immense de partager ces films, parfois trop oubliés, que j'aime remettre en lumière. Alors d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter le dernier podcast d'œil du temps sur Juste la fin du monde. Ça me fait énormément plaisir d'ailleurs, je crois que c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, je crois, en tout cas pour le podcast c'est sûr. Donc écoutez, merci pour tout, je savais pas que Xavier Dolan pouvait autant ramener de monde, ça me fait énormément plaisir en plus de discuter d'un film pareil qui est peut-être pas extrêmement populaire, il est pas mainstream, mais c'est assez sympa quand même, voilà. Bref, aujourd'hui nous changeons comme d'habitude complètement de film, de genre, car aujourd'hui, de toute façon c'est le défi de l'émission, de toujours pas faire le même film, toujours évoluer, toujours changer pour se concentrer pleinement dans l'ambiance de notre film du jour. Et vu que cette émission est là pour remettre en lumière les films trop sous-estimés ou trop oubliés, je peux vous dire aujourd'hui que putain, notre film du jour, il y a du boulot. Il porte bien le nom de film oublié parce que j'ai l'impression que personne ne parle de ce film. Vraiment, absolument personne, alors que le film est une petite tuerie. C'est un film épique dans tous les sens du terme. Il a un budget épique, il a des batailles épiques, il a une musique épique, c'est un Tom Cruise épique. En bref, c'est un film extrêmement épique dans tous les sens du terme. Bref, aujourd'hui nous parlons d'un film avec des samouraïs et Tom Cruise avec des longs cheveux et une barbe. Aujourd'hui nous parlons du film Le Dernier Samouraï, réalisé par Edward Zwick. Le Dernier Samouraï est un film néo-zélandais, nippon et américain. Déjà là on peut s'arrêter parce que c'est complètement fou. Le film a 3 nationalités. Donc le film est réalisé par Edward Zwick, on en reparlera après de ce cher monsieur. Le film est écrit par 3 personnes, donc Marshall Herskovitz, John Logan. Alors John Logan, je sais pas si vous connaissez, c'est le scénariste de Gladiator par exemple, il reste assez primé, il a fait le scénario de Skyfall, d'Aviator, de Sweeney Todd, ou encore d'Alien Covenant. Alors voilà, ça veut dire que le mec peut faire le meilleur comme le pire, comme Alien Covenant par exemple. Et en 3ème scénariste, nous avons le réalisateur Edward Zwick qui a aussi peaufiné un peu l'écriture du scénario, ce qui explique pourquoi le scénario est plutôt quand même de bonne facture, c'est-à-dire que c'est toujours mieux d'avoir plusieurs scénaristes sur un même scénario assez dense, donc c'est assez intéressant. J'allais oublier de le citer, je l'ai fait en revoyant mes notes, mais en fait le film, en fait c'est tiré de... C'est un film historique, ça reste un film historique, mais c'est tiré, on va pas dire d'une histoire vraie, mais d'événements historiques, car en effet le film il est tiré de l'histoire d'événements réels qui sont survenus au Japon du coup à la fin du 19e siècle, on parlera après du contexte, durant la restauration Meiji, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc c'est genre vers 1868, 1877, on n'est pas sûr sur les dates. Donc ça c'était le premier cas. Ensuite il est librement inspiré de Jules Brunet, donc c'est un officier français qui a réellement combattu aux côtés des samouraïs durant la guerre de Boshin. Donc ça c'était le premier point, on est très loin du personnage de Tom Cruise. On a aussi Katsumoto qui a été, qui est un des personnages du film, qui est aussi le chef samouraï joué par Ken Watanabe dans le film, il est largement inspiré du Saigo Takamori. Saigo qui est un terme, alors
là je reviens sur mes bases un peu limites du vocabulaire japonais sur la manière entre les samouraïs, les shoguns, etc. Je crois que Saego, c'est un terme à côté du shogun, je suis pas sûr, sinon je couperai ça au montage parce que ça se trouve je dis absolument de la merde, qui est un terme assez élitiste pour dire en sous-lieutenant du shogun, je crois. Après je suis pas sûr. Mais du coup oui, toute son histoire est romancée. Alors les combats et les décors reprennent les éléments vraiment historiques, mais bon, de manière hollywoodienne, vous vous doutez bien, les batailles sont simplifiées et le rôle du personnage occidental est exagéré, parce que dans la réalité, les Japonais ont mené eux-mêmes leurs réformes et leurs luttes. Ça va être d'ailleurs un point que je vais développer bien plus tard quand on va passer aux critiques du film. Oui, tout est inspiré, et le personnage de Nathan Aldrin n'a jamais existé, c'est une pure invention hollywoodienne. Donc voilà, en termes de production, comme ça on repasse sur le film est produit, et là encore c'est lunaire, parce que le film a été produit par 7 sociétés de production, 7 putains de sociétés de production, c'est ouf, mais je parlerai du pourquoi, du comment, pourquoi il y a autant de production. Bon, on va les lister mais très rapidement. Donc il y a la Cruise Wagner Production. Vous vous doutez bien qu'avec le nom pareil, c'est la production qui a été, c'est la société qui a été fondée par Tom Cruise et Paula Wagner. On a Radar Pictures qui est dirigé par Ted Field. On a Bedford Falls Production, la société du réalisateur Edward Zwick et du producteur et aussi scénariste Marshall Erskowitz. On a la Warner qui est vraiment la grosse société de production principale du film. C'est là où elle le distribue aux États-Unis et même dans le monde entier. Donc voilà. On a DreamWorks, et oui, coproducteur et co-distributeur aux États-Unis. Voilà, c'est étonnant. Ils sont 2. On a Amblin, alors là vous connaissez forcément Amblin, c'est la société de Steven Spielberg, associée à DreamWorks, parce que DreamWorks appartenait aussi à Amblin, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, c'est des sociétés qui sont assez liées. Et on a pour la dernière Toho Company, qui est le célèbre studio japonais responsable de la distribution au Japon et de la coproduction locale. Vous vous doutez bien qu'il a fallu quand même beaucoup de moyens pour un film pareil. Alors pourquoi ? Parce que c'est un projet colossal, Le Dernier Samouraï, parce que c'est à la fois un projet américain par son financement et aussi japonais par son âme et son tournage. Parce qu'en effet, ils ont tourné au Japon, bien évidemment. Donc oui, plusieurs sociétés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il fallait réunir tous les forces financières, créatives et logistiques nécessaires à un film aussi ambitieux. Car en effet, le film a coûté officiellement extrêmement cher pour l'époque, c'est-à-dire 140 millions de dollars en 2003. Parce que 140 millions de dollars en 2025, c'est pas la même chose, vraiment. Les studios ne se permettaient pas à l'époque de lâcher 140 millions de dollars. Vraiment, en 2003, c'était pas du tout courant. Ce qui explique le nombre de sociétés étrangères, quand même, 7 sociétés de production qui financent le film. Alors, je sais pas combien coûte véritablement le film maintenant, lié à toute l'inflation. Faudrait peut-être faire le calcul. Alors, ChatGPT m'a fait le calcul, c'était beaucoup plus simple. Donc le film, à travers des calculs qu'il m'a fait, il coûterait 245 millions de dollars aujourd'hui aux alentours, après inflation. Donc oui, aujourd'hui, produire un film à Hollywood avec 245 millions de dollars, je dis pas que c'est impossible, ça a été fait, mais on sait très bien que les répercussions vont être terribles. Surtout si on veut vraiment... être rentable, et c'est très compliqué, il faut faire 3 fois le budget, je sais pas si vous connaissez un peu le principe, je reviendrai pas dessus, mais le principe de comment un film doit être rentable maintenant à Hollywood, c'est assez complexe. Plus, donc, on a 245 millions de dollars, plus tu rajoutes le marketing de maintenant, tu rajoutes 30-40 millions, des fois le marketing c'est énorme, ça peut coûter bien plus cher. Donc on est aux alentours aujourd'hui, si vraiment tu veux sortir un film comme Le Dernier Samouraï, aujourd'hui t'es autour de 270-280 millions de dollars. Donc oui, ça coûte extrêmement cher. Donc imaginez au début des années 2000 comment les studios ont quand même dû assez frissonner quand ils ont vu que le budget était à 140 millions de dollars. C'était énorme pour l'époque, quoi. Il y avait peut-être Le Seigneur des Anneaux qui avait un budget pareil, je me demande s'il n'était pas plus bas d'ailleurs. Donc oui, en effet, c'est un énorme blockbuster qui dure 2h34 aussi, la longueur va faire beaucoup. Un long récit épique. Alors au casting de notre film du jour, nous avons Tom Cruise, et oui, la star Tom Cruise qui à l'époque savait choisir ses rôles avec parcimonie. C'était l'époque de Valkyrie, de Magnolia, de Collateral, donc une magnifique époque avant qu'il devienne le cascadeur des Missions Impossibles et ne faire que ça. Donc voilà, donc en termes, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons aussi Ken Watanabe, alors acteur japonais qui s'était fait reconnaître aux États-Unis par plusieurs gros films hollywoodiens et par l'influence bien évidemment du Dernier Samouraï. On a Inception, bien évidemment, Batman Begins ou encore Godzilla.
Mais de toute façon, on a essentiellement un casting nippon, hein, car le film se passe essentiellement, voire totalement dans le pays du soleil levant. On a Hiroyuki Sanada, l'immense Hiroyuki Sanada. Alors lui, vous devez le connaître, forcément. C'est lui qu'on considère comme le mec qu'on veut quand on veut un acteur japonais connu. Alors, les autres n'existent pas, il n'y a que lui qui est connu, c'est assez fou. Il a joué dans tellement de films récemment, et là aussi, le Dernier Samouraï, c'est un film qui a poussé sa carrière, mais le mec, je crois qu'il a joué dans Mortal Kombat, Bullet Train, John Wick, Wolverine, Sunshine, enfin... C'est énorme la carrière qu'a ce mec, sans oublier la superbe série Shogun, alors là aussi, hein, où il tire le rôle principal. Qu'est-ce que nous avons d'autre en termes de casting ? On a Koyuki Kato, je connaissais pas cette actrice, qui joue un peu le Love Interest de Tom Cruise, enfin... Love Interest, c'est un peu caricatural ce que je dis, parce que ça va bien plus loin qu'une relation amoureuse entre les deux. Hein. C'est plus simple qu'à Love Interest, c'est plus compliqué que ça. Kiel est une actrice qui ne s'est pas fait connaître après ce film, ou en tout cas je ne l'ai pas revue. Elle a dû rester sûrement dans la sphère plus nationale pour elle. Alors en acteur international, alors des mecs que je pense connais de nom, mais ça me dit pas grand chose, donc Tony Goldwyn, Billy Connolly et Timothy Spall. Alors beaucoup de ces acteurs sont des seconds rôles, j'ai pu les revoir, mais vite fait comme ça. Comme l'exemple de Timothy Spall, vous devez sûrement le connaître parce que il a eu un rôle assez important dans la saga Harry Potter, parce qu'il jouait le rôle de Peter Pettigrew dans la saga Harry Potter, et après c'est beaucoup d'acteurs que je connais pas vraiment quoi, c'est des mecs que je connais pas trop leur gueule, je sais pas qui c'est, à part un, Scott Wilson, qu'on voit vers la fin du film, il a pas un rôle ultra important. Alors Scott Wilson, aussi je ne parlerai que aux fans de The Walking Dead, parce qu'il jouait Herschel dans la série, un personnage qui fut extrêmement important au début de la série. D'ailleurs l'acteur nous a quittés en 2018 d'ailleurs, donc voilà, paix à son âme. Donc parlons un peu de l'histoire, autant celle du film que celle avec un grand H. Alors nous sommes donc justement, j'en parlais donc à la fin du 19e siècle, on est en 1878 au Japon. Donc le gouvernement impérial japonais veut moderniser le pays à toute vitesse sous l'influence occidentale, notamment américaine, c'est là que c'est intéressant, car en fait cette modernisation va entraîner la disparition progressive des traditions samouraïs, guerriers fidèles à un code d'honneur ancestral. Je ne vous apprends rien. Et du coup, nous suivons l'autre côté, les Américains, nous suivons le capitaine Nathan Algren, qui est interprété par Tom Cruise, qui est un ancien vétéran américain qui a été traumatisé en fait par les guerres indiennes, qu'il a participé, mais il a été extrêmement traumatisé et il souffre de gros troubles d'alcoolisme, on le voit dès le début du film. Et en fait, il est engagé par un mec qui bosse avec le gouvernement japonais pour former en fait une armée moderne qui a été inspirée des méthodes occidentales et donc des méthodes américaines, afin de réprimer une rébellion de samouraïs qui est menée par Katsumoto, qui est joué par Ken Watanabe, un puissant samouraï qui est resté dans ce monde ancien. Voilà. Et du coup, lors d'une bataille avec l'armée de Katsumoto, la première bataille, en fait, Algren, il est capturé par les samouraïs. Donc, au lieu d'être exécuté, il est gardé prisonnier dans leur village, où en fait, au fur et à mesure, il découvre leur mode de vie, leur discipline et leur code d'honneur, le Bushido. Peu à peu, en fait, il va gagner leur respect, ainsi que le respect de Katsumoto, et il va remettre en question ses propres valeurs et les crimes qu'il a commis dans le passé. Et il va en fait petit à petit changer de camp au fur et à mesure qu'il découvre que les samouraïs ne se battent pas contre le progrès, mais contre la perte de l'âme et les traditions du Japon. Alors oui, vous allez me dire que le concept est absolument éculé, c'est une repompée de Danse avec les loups, d'Avatar, de Pocahontas, de Laurence d'Arabie, etc. Oui, je vous accorde, de toute façon c'était les mêmes critiques qu'on faisait justement pour Avatar à l'époque en 2009. Des critiques que je comprends véritablement pas, que ce soit pour le film d'Edward Zwick ou pour Avatar. Je comprends pas les critiques qu'on reproche au film, car en effet ce n'est pas car en fait pour moi c'est pas une repompe, c'est juste une manière de concevoir le même concept. C'est pas pareil, dans le sens où, depuis la nuit des temps, on cesse de reproduire les mêmes péripéties, les mêmes schémas narratifs. Donc oui, le film Le Dernier Samouraï possède cette même conception de changement de comportement du personnage, à travers l'avènement d'une nouvelle culture qu'il va découvrir. Mais c'est quoi le problème en soi ? Le film est bon, je veux dire... Danse avec les loups, Pocahontas, Laurence d'Arabie, ce sont des bons films, donc je vois pas, je pense que c'est vraiment un faux problème qu'on fait pour ce film, mais aussi pour tous ces films qui tentent de le moderniser. Désolé, c'est un schéma narratif qui existe depuis la nuit des temps, donc je vois pas pourquoi on critique d'ailleurs Avatar pour ça, tout comme pour notre film du jour. En effet, c'est plus très original, mais il faut aussi avoir la manière de le concevoir, et dans ce film, c'est extrêmement intéressant.
Donc oui, en effet, le film est très bon, et cette qualité, on va dire ce mélange en fait entre blockbuster et film d'auteur, on le doit à Edward Zwick. Alors lui, il y a des choses à dire et on va passer un peu sur la partie réalisateur, parce que c'est ça qui va nous donner en fait un point de vue sur comment le film a été conçu et pourquoi ce film est vraiment intéressant. Donc comme d'hab, sur l'émission, on revient sur la carrière du réalisateur, et ici Edward Zwick. Son parcours est assez intéressant car en fait je considère ce mec, bon j'ai pas vu tous ses films, hein. Je considère ce mec comme vraiment le dernier auteur-réalisateur à Hollywood qui arrivait autant en fait à mélanger le grand spectacle, c'est-à-dire le pur film hollywoodien, grand public avec un gros budget, mais toujours avec un sens inné de la vision d'auteur, c'est-à-dire qu'il avait un savoir-faire indéniable dans l'écriture du scénario, un mélange vraiment habile entre la forme spectaculaire et le fond assez riche en thématiques. Et c'est avec justement le premier film que j'ai dû voir de ce mec, c'était Blood Diamond. Tu vas nous montrer sa cachette. Avec Leonardo DiCaprio, premier film que j'ai vu de lui qui le confirmera. Alors décidément on parle beaucoup de DiCaprio sur ce podcast, mais en effet Blood Diamond c'est un film que je considère vraiment comme un mélange parfait entre le véritable thriller action ultra efficace, bien réalisé, et à la fois un film avec un scénario solide et intéressant. Alors je crois qu'à l'époque le film sort en 2006 je crois, donc quelques années après Le Dernier Samouraï. Alors le film va parler de beaucoup de thématiques assez sombres, il va parler de la guerre en Afrique, de la piraterie, des enfants soldats. Le film est très intéressant et c'est vrai qu'Edward Zwick a fait partie de ces derniers réalisateurs. Bon, même si depuis des années il fait plus grand chose, hein, cela dit, je crois que qu'il fait plus, je crois que les derniers films qu'il a fait étaient pas terribles. Ou alors ils sont passés complètement inaperçus. Donc oui, il faisait partie de ces réalisateurs qui n'oublient pas d'être le réalisateur de commandes hollywoodiennes, parce que Blood Diamond c'est pas un film d'auteur, hein, ça reste quand même un film grand public. Il y a DiCaprio, il y a Jennifer Connelly, il y a un gros casting. Donc oui, c'est une commande hollywoodienne avec un gros budget, mais il veut quand même emprunter dans son style une vision humaniste, on va dire artistique, avec un certain savoir-faire. Alors on pourrait dire grossièrement, là je mets vraiment des guillemets, hein, qui fait partie de la même veine qu'un Spielberg. Alors attention, je ne compare absolument pas Edward Zwick au maître, au maestro, à tout ce que vous voulez, au puissant Steven Spielberg. Non, on en est loin. De toute façon, personne ne peut se mettre à la cheville de Spielberg, c'est impossible, mais il est dans cette même veine, je dirais dans la même conception de voir les choses. Après, évidemment, il y en a un qui le surpasse largement. Spielberg, qui lui aussi d'ailleurs s'est sorti de cette zone un peu de ce réalisateur de blockbuster depuis quelques années, hein, quand vous voyez les West Side Story ou dans les films qu'il a fait là, The Fablesman, on est très loin de blockbusters plus grand public comme, je sais pas moi, E.T. ou Les Dents de la Mer. Je crois qu'il a arrêté depuis Ready Player One, vu qu'il avait pas très bien fonctionné ce film. Et c'est pareil, d'ailleurs, je reviens sur Edward Zwick, c'est pareil quand il fait Les Insurgés en 2007, je crois. Il nous faut des fusils, des mitraillettes. Il va falloir faire appel à tous les survivants. Avec Daniel Craig, qui raconte l'histoire des camps de résistants en Europe de l'Est en 1941, en plein conflit mondial. Un film qui a le luxe de proposer à la fois un bon film de guerre, mais aussi une histoire très intéressante et attachante. Il a toujours eu le luxe aussi de raconter des événements historiques, non pas inconnus, mais pas véritablement étudiés. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, il parle des conflits de samouraïs au 19e siècle, le trafic de diamants en Afrique, ou encore la guerre en Europe de l'Est en pleine Seconde Guerre mondiale. Ce sont pas des événements historiques qui ont été plein de fois racontés au cinéma. Et vu que j'adore l'histoire, c'est toujours très intéressant de se cibler sur un moment précis lors d'un événement historique important. On appelle la fameuse petite histoire dans la grande histoire, qui là aussi rappelle la conception, on va dire scénaristique que faisait Steven Spielberg. Voilà. Et du coup, oui, j'aime les propositions cinématographiques de ce mec qui sont pourtant pas tous des films parfaits. Je reconnais que dans tous ces films, il y a toujours des longueurs, il y a toujours des choses un peu maladroites. On peut reprocher des lourdeurs un peu scénaristiques et parfois trop hollywoodiennes malheureusement. Mais on peut s'empêcher de toujours passer un très bon moment durant ces films. Et je ne parlerai pas non plus des autres films qu'il a fait qui ont valu sa réussite, comme Légende d'automne avec Brad Pitt et Anthony Hopkins, ou le film Glory qui est sorti dans les années 90 avec Denzel Washington, Morgan Freeman et Matthew Broderick. Parce que je ne les ai pas vus malheureusement. Il faut que je les rattrape parce que ce sont surtout les films qui l'ont un peu positionné et un peu pris en prestige, hein. C'était des films des années 90, fin 90.
Donc ouais, il faut que je les rattrape. Donc après avoir passé en revue la carrière de notre cher Edward Zwick rapidement, j'ai pas parlé de tous ses films parce que après les films qu'il a fait après, soit je les ai pas vus et vu ce qu'il a fait, c'était pas très intéressant. Donc voilà, je préfère vraiment me positionner sur la période des années 2000 qui est vraiment intéressante. Chargé. Monsieur Graham, dites à cet homme de tirer sur moi. Je vous demande pardon? Dites à cet homme que s'il ne tire pas sur moi, je vais le tuer. Et revenons à ce qui est pour moi son meilleur film, ce que je considère aussi comme le meilleur film qu'il a fait de toute sa carrière. Et en fait, tout ce que j'ai pu dire auparavant sur l'efficacité redoutable de ce réalisateur, et on va dire que ça se confirme à travers ce film, et aussi sur un point de vue blockbuster. Car c'est pour moi un des derniers films historiques ultra épiques sortis à ce jour, qui t'en met plein la gueule, où tu sors de là vraiment complètement lessivé. J'en parlerai après, du concept de dernier film véritablement épique à Hollywood. Donc en ce qui concerne le film, donc je reviens dessus, à l'époque où je le découvre pour la première fois, c'est-à-dire il y a à peu près 5 ans je dirais, je le regarde un peu par hasard pour simplement voir Tom Cruise jouer un rôle un peu différent de ce qu'il faisait. D'ailleurs je ferai aussi un point sur Tom Cruise, sur le problème qu'il représente aujourd'hui, et pourquoi il a été un si brillant comédien, et pourquoi maintenant, je dirais pas qu'il est nul, parce que moi je l'aime bien dans les Missions Impossibles, mais depuis 10-15 ans, il arrête pas d'être dans sa zone de confort, il fait toujours les mêmes rôles, et je parle pas des films qui peuvent être bons, je parle vraiment des rôles qui se ressemblent tous, qui sont à peu près tous les mêmes, et c'est extrêmement frustrant de voir où est-ce que ce mec est passé, et ce qu'il fait maintenant, c'est assez décevant. Donc oui, j'en parlerai un peu quand même de sa carrière. D'ailleurs, dites-vous que cette émission, l'œil du temps, remettra beaucoup en lumière Tom Cruise, parce que je compte faire un épisode, je sais pas quand. Vraiment, je pense pas que ça sera le prochain, j'en ai aucune idée, mais je compte le faire sur Collateral de Michael Mann, où il joue un de ses meilleurs rôles, excellent film, je crois que le dernier grand film qu'a fait Michael Mann. Donc oui, je parlerai de Collateral, pas maintenant, mais ce sera, c'est dans mes cordes, voilà, c'est dans mon agenda, je compte faire un épisode sur Collateral, c'est sûr. Et du coup, je découvre le film un peu par hasard, me disant que ça va être un film un peu con-con. Car pour moi à l'époque, je trouve que Tom Cruise était juste un acteur de blockbuster sans plus. Et je me dis que ça va être un film sympa, mais voilà, un peu oubliable. Et alors, grosse erreur. Je me retrouve avec une belle surprise, je me retrouve extrêmement surpris par le scénario qui n'est pas si manichéen que ça. Ces scènes de bataille grandioses, son ambiance nippone extrêmement somptueuse, et aussi par la musique inoubliable de Hans Zimmer que je trouve magnifique. Et là aussi, Hans Zimmer, on fera un petit point dessus, c'est important de revenir sur ce mec. Le jeu de Tom Cruise aussi, la beauté du Japon, j'en ai déjà dit. Bref, en fait, je suis agréablement surpris, mais vraiment, je suis impressionné même. Et je me retrouve avec un super film, bien écrit, bien réalisé, épique, émouvant, attachant. Bref, je suis conquis, et je me demandais à l'époque pourquoi ce film n'est pas reconnu à sa juste valeur, bordel. On ne parle jamais de ce film. J'ai découvert ce film par hasard, et je vois très peu de critiques, que ce soit sur YouTube, et c'est plus d'ailleurs des avis assez mitigés sur le film. Nous vous paierons $400 par mois. 500. Combien d'autres authentiques héros avez-vous sous la main? Donc ouais, je me retrouve à adorer le film de Edward Zwick, quelque chose que je vois que trop rarement, c'est-à-dire proposer un pur blockbuster hollywoodien comme je les aime, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de savoir-faire. On est très très loin de ce qu'on fait maintenant, hein. C'est vraiment l'anti-film hollywoodien de ces dernières années. Alors oui, c'est un blockbuster, c'est un film de commande, mais un film avec du budget, un film où on se fout pas de ta gueule au niveau du scénario, au niveau des batailles, au niveau de l'action, au niveau des personnages. Tout est véritablement fait à la manière d'un artisan, quoi. Alors oui, c'est grand public, mais c'est vraiment bien fait. Car bien évidemment pour l'émission j'ai revisionné le film, et même si en effet il y a moins la surprise du premier visionnage, où tu découvres que le film est plus malin et plus mature que ce que tu pensais, avec un Tom Cruise à l'affiche, le problème principal du film étant sa longueur, c'est-à-dire que le film est un petit peu trop long pour pas grand chose. Le film dure 2h34, et tu le ressens un petit peu, il y a quand même 2-3 moments où je me dis ouais c'est un petit peu long, il y a un peu trop de dialogue, il faut peut-être un peu avancer. En effet 2h34, ça passe ou ça casse quoi. Mais en vrai ça gâche en rien le plaisir du film, car il y a un niveau de générosité au niveau de l'action qui est assez impressionnant.
Donc ce qui est intéressant de comprendre avec ce film, c'est qu'il est sorti à une période charnière, c'est-à-dire qu'il sort début des années 2000, il sort en 2003, juste avant l'avènement total du numérique dans le cinéma. C'est ce qu'on pourrait appeler en fait une œuvre monumentale dans sa mise en scène, dans ses décors ou encore dans sa sincérité émotionnelle. Parce que Edward Zwick, en fait, il filme les paysages japonais avec une ampleur quasi presque mystique, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup de montagnes embrumées. Alors ça, on le voit presque tout le temps, que ce soit sur les batailles, sur les paysages, etc. Il adore la brume. Les champs de bataille aussi, voilà. Les champs de bataille en feu, c'est impressionnant. Les armures scintillantes, putain, je crois que c'est ce film, vraiment, qui m'a fait tomber amoureux des armures japonaises de samouraï. Je trouve que ce sont les plus belles, elles sont magnifiques. En fait, tout respire le cinéma épique d'avant, voilà. Et c'est pas vieux con de dire ça, c'est plus en fait un côté frustrant, décevant de voir ce que sont devenus les films épiques de maintenant. Et on en reparlera après, même avec des films où je pouvais attendre quelque chose d'intéressant. Donc c'est vraiment le cinéma épique d'avant, à l'image d'un Gladiator de Ridley Scott. Je prends l'exemple des batailles, par exemple, qui ont été tournées avec des vrais figurants, des vrais costumes, des cascades réelles. C'est quelque chose qu'on ne voit plus. Ce sont des scènes en fait qui ont été chorégraphiées à la main, pleines de tension et de sueur, loin du spectaculaire artificiel qu'on retrouve souvent aujourd'hui. Et là, je prends l'exemple, par contre, de Gladiator 2, sorti l'année dernière. Je crois qu'il va fêter ses 1 an bientôt. Car même dans le genre épique, en fait, les péplums de maintenant, en fait, ils sont devenus des caricatures d'eux-mêmes, avec tout autant de numérique que dans les films Marvel et autres films Disney. Je parle très rapidement de Gladiator 2, mais voilà l'exemple typique. C'est-à-dire que, en effet, même si l'action est plutôt bonne dans le dernier Gladiator, on ne peut pas s'empêcher d'avoir presque non-stop que du numérique. C'est-à-dire, la première bataille, la première assaut, c'est que du numérique avec les bateaux. C'est pareil avec le Colisée sous l'eau, où on a non-stop les requins en CGI, le truc. Enfin, en plus, c'est bien évidemment... c'est surréaliste, jamais il y a eu d'arène avec des bateaux sous l'eau, etc., avec des requins, c'est complètement... c'est n'importe quoi. Encore ça, c'est pas le truc qui me dérange, même si faut quand même garder un réalisme assez prononcé, mais voilà, tout est fait en CGI. Les singes, j'en parle même pas, c'est une catastrophe dans le film, c'est dégueulasse, ça n'a aucun intérêt de mettre ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Et le rhinocéros aussi, là aussi que en CGI. Enfin, on voit que c'est vraiment un film de 2024, désolé de dire ça, mais vraiment ce Gladiator 2, même si je ne le déteste pas, j'ai quand même une petite sympathie par certains moments, mais au niveau des scènes d'action, même s'il y en a quelques-unes qui sont vraiment solides, d'autres tombent complètement dans l'eau. Voilà, comme ça on reste sur le côté naval, mais ouais, c'est extrêmement décevant. Et donc, c'est exactement ce qui fait la force du dernier Samouraï, car l'émotion vient du réel, pas du numérique. Chaque combat, chaque regard entre le personnage de Nathan Agron, qui est joué par Tom Cruise, et Katsumoto, porte le point d'un monde qui est en train de disparaître. You will need this. Et justement, en parlant de disparition, en fait, le film le raconte la fin d'une ère, celle des samouraïs. Et en parallèle, la rédemption d'un homme, le capitaine Nathan Algren, qui est brisé par la guerre et qui se noie dans l'alcoolisme dès les premières scènes du film. Car en fait, le personnage de Tom Cruise est à la fois attachant, à la fois déprimé par certains moments, autoritaire et héroïque au début. Et il se construit une carapace un peu plus attachante, un peu plus émouvante. Et aussi servi par une performance de Tom Cruise vraiment excellente, quoi. Car on n'est pas non plus, on est loin quand même d'un héros de guerre, parce qu'en fait il possède énormément de fêlures liées à la bataille qui l'a marqué et qui l'a épris dans un alcoolisme assez puissant. D'ailleurs c'est drôle de voir, ça c'est un truc drôle, mais c'est drôle de voir que ce qu'il connaît de la culture japonaise avant d'être capturé ne soit lié que au saké, qui est l'alcool japonais asiatique en général. C'est assez drôle dans la construction du personnage. Donc Tom Cruise en fait livre ici l'une de ses performances les plus humaines. Pas de cascade impossible, ni de mission invincible, mais un soldat en fait hanté, qui trouve en fait refuge dans le Japon traditionnel, tout simplement une raison de vivre. D'ailleurs, allez, je le fais maintenant parce que il faut. Parlons de Tom Cruise. Alors, de toute façon, il faut bien passer par là pour comprendre ce qui s'est passé avec Tom Cruise depuis quelques années. Ce mec, c'est un cas à part, mais vraiment. C'est un cas à part à lui tout seul, ce gars, parce que je crois que je l'aime autant que je le déteste. C'est fou. Je l'aime car en fait, il a su apporter à sa carrière un nombre exceptionnel de rôles et de films de grande qualité, où le jeu, bien évidemment, il était au centre de tout, au-delà de l'action et des cascades. Eyes Wide Shut, Vanilla Sky, Jerry Maguire, né un 4 juillet, son plus grand rôle, de Oliver Stone, Rain Man, Minority Report, La Guerre des Mondes, Collateral, Magnolia,
des hommes d'honneur. Je pourrais encore citer encore et encore, mais tout ça pour dire que même si en effet Tom Cruise a toujours été une star avant Mission Impossible, etc. Il faisait Top Gun, il faisait Cocktail, Risky Business, Jour de tonnerre. Ça a toujours été un acteur d'action, de blockbuster. Et à partir des fin 90, début 2000, il a su imposer une autre facette de lui avec beaucoup de rôles très différents, tous les rôles que j'ai pu citer des différents films. Et même dans l'humour, c'est-à-dire que même quand je pense à Tonnerre sous les tropiques de Ben Stiller, il est archi drôle. J'ai rarement vu un rôle, je crois que c'est le rôle le plus fou de Tom Cruise, quoi. C'est complètement lunaire. On est flamboyant dragon. Oh, ok, les flamboyants, face de fion. Avant tout, tu vas pencher la tête bien en arrière et tu vas te l'enfoncer dans ton putain de fion. Je vais vous massacrer. Je vais vous baiser jusqu'à la moelle. Oh, attendez. J'ai une meilleure idée. On aurait dit qu'au lieu de 100 millions... à la place, je vais vous envoyer une photo dédicacée de mes couilles. En attendant, et selon la formule consacrée, va te faire enculer grave. T'es mort de rire à cause de ce personnage, quoi. Et je disais que je l'aimais pour tous ses films, mais malheureusement, je n'arrive plus à le supporter à cause, malheureusement, de Mission Impossible. Alors attention, j'aime bien les Missions Impossibles. Alors, hormis les 2 derniers qui sont vraiment critiquables, qui est vraiment décevant. Mais j'aime bien la saga, sinon dans son ensemble, il y a aucun problème. Mais Tom Cruise, l'acteur, est devenu Tom Cruise de cascadeur. Où le problème n'étant pas qu'il joue mal, absolument pas, je dirais même qu'il est extrêmement impliqué dans ses projets, car il est quand même le producteur d'à peu près tous les films auxquels il joue, et il fait ses cascades lui-même, c'est un peu pour ça qu'il est devenu ultra populaire depuis quelques années, Tom Cruise. Mais ce sont des rôles de sauveur, d'actionneur, des rôles de confort, disons-le pour lui. Le gros problème étant que son jeu n'est plus en fait au service des films. Avant c'était l'inverse, et malheureusement ce Tom Cruise me manque. C'est-à-dire que, encore une fois je me répète, mais moi j'aime bien les Missions Impossibles, j'aime bien Edge of Tomorrow, c'est vachement bien, j'aime bien même Top Gun Maverick, pourtant je n'aime pas du tout le premier Top Gun, mais je trouve que la suite était vraiment très bonne. Mais cet autre Tom Cruise me manque malheureusement. Peut-être que la scientologie est sûrement passée par là, je ne sais pas. Alors par contre, en effet, j'ai entendu... Alors ce sont des rumeurs, j'ai entendu dire que le Tom Cruise, le prochain film de Tom Cruise serait un film de Inarritu, d'Alejandro González Inarritu. Alors, bon, déjà c'est bien, et ça sera pas un film d'action, parce que quand vous connaissez un peu Inarritu, vous vous doutez bien que le mec il va pas faire des films d'action avec des cascades, etc. Non. Attendons de voir, mais c'est déjà bien, et de le voir jouer complètement différent. Et justement, je reviens sur le dernier Samouraï, j'en ai déjà parlé, mais on pourrait dire que c'est en fait, parce que c'est un rôle et un personnage vraiment intéressant, sans oublier la classe qui transpire de Tom Cruise avec ses longs cheveux et sa barbe. Vraiment, franchement, je pense que c'est son rôle le plus charismatique, vraiment. Il en impose et c'est vraiment dommage qu'on ne le voit pas avec ses barbes et cette chevelure comme ça. C'est un look qui lui va vraiment assez bien, c'est assez étonnant. This is Katsumoto's sword. He would have wanted you to have it. Let the strength of the samurai be with you always. With his last breath, that you would remember the ancestors who held this sword. Alors oui, je parle de Tom Cruise, mais bien évidemment, il faut aussi saluer les autres acteurs japonais, parce que oui, le film a été construit sur lui, mais aussi par des acteurs qui sont liés à la culture nippone, qui sont tous aussi classe et imposants les uns que les autres. On a Ken Watanabe, donc déjà, qui est en tête vraiment imposant et impressionnant dans son rôle de Katsumoto, et de samouraï qui voit en fait son pays disparaître avec une certaine tristesse et mélancolie. Un jeu que je n'ai pas retrouvé dans ses autres rôles dans Inception ou Godzilla, malheureusement. Peut-être lié au fait qu'il parlait moins, qu'il avait moins d'importance que dans ce film. D'ailleurs, entre le personnage de Tom Cruise et Ken Watanabe, tu sens il y a une certaine alchimie incroyable qui transpire entre ces deux personnages. Tu ressens vraiment le respect entre leurs personnages, mais aussi entre eux, en tant qu'acteurs. C'est ce qui rend en fait leur scène si sincère et attachante. Sans oublier Hiroyuki Sanada qui joue un espèce de lieutenant de samouraï Katsumoto, je sais pas si on sort son prénom, qui est très agile et très compétent, c'est un des soldats les plus compétents de tout le groupe. Alors faut savoir un truc, c'est que Hiroyuki Sanada, je l'ai déjà dit, vous le connaissez forcément à Hollywood, quand on veut prendre un japonais dans un film, on dit surtout qu'on prend Hiroyuki Sanada, parce que le mec est partout. Je l'ai encore vu récemment dans un film que j'ai vu, là, Life, film qui se passe dans l'espace, film pas terrible d'ailleurs, mais voilà, il est présent partout, et j'avoue que ça commence un peu à me gonfler de le voir tout le temps dans des rôles de samouraï ou hautes figures japonaises un peu clichés, parce que, je me dis, les gars, évoluez un petit peu, on n'est pas obligé seulement de prendre un acteur par sa nationalité,
car c'est un mec qui en impose encore à l'âge qu'il a, il a 64 ans, mais putain, il est encore en forme quand tu le vois dans certains films. Donc oui, bien évidemment, il est super dans ce film, il sort très peu de phrases, hein, il est très très silencieux, mais c'est son visage, c'est sa carrure, il est impérial à chaque fois. En fait, je crois que ce mec, ça qui est assez fou avec ce gars, c'est que tu peux même le faire jouer dans des rôles dans des merdes, genre Mortal Kombat. Il est quand même stylé. Il a vraiment une classe de fou. Donc même dans des films de merde, il est bon. Faut quand même le faire. Donc voilà, je pense à la scène du combat sur la pluie, par exemple, avec Tom Cruise. C'est génial. Par contre, c'est vrai que Hiroyuki Sanada, j'aimerais envoyer un petit message à Hollywood, un peu égocentrique quand même comme message, parce que tout le monde s'en branle de ce que je vais dire, mais juste arrêtez de prendre Hiroyuki Sanada pour le seul acteur japonais qui existe dans le monde, vraiment sans déconner. Il y a d'autres super comédiens japonais, il y a pas que lui, élargissez un peu vos zones s'il vous plaît. Prenez, je sais pas moi, Takeshi Kitano, enfin bon, lui aussi il est super connu, mais je sais pas, Kitano il est génial. Ou je repense à Rinko Kikuchi, peut-être que là aussi je vais parler à personne, mais qui jouait dans, je sais plus, il avait joué dans plein de trucs, dans Pacific Rim par exemple, je sais pas, ou Karen Fukuhara. Pour ceux qui ont vu The Boys, bon, elle aussi, elle est super connue, elle fait plein de films, mais prenez elle aussi, elle est super. Donc, ouais, c'est pas ce qui manque des acteurs japonais, surtout à Hollywood. Mais voilà, c'est... Je sais pas, moi j'en ai le pauvre d'en avoir ras le cul qu'on lui donne toujours... on lui donne pas toujours le même rôle, mais c'est juste... Bon, on a un acteur japonais, on prend Hiroyuki Sanada. Les gars, élargissez vos zones, y a pas que lui, quoi, sans déconner. Quand on prend des acteurs coréens, on prend pas toujours les mêmes. Voilà, c'est tout. Et pour revenir aux autres acteurs du film, bon, les autres sont pas super importants. Si, l'acteur qui joue l'empereur Meiji, il est bien. Après, les autres sont un peu à l'écart, mais sinon, on a un beau casting, vraiment, en tout cas... le trio principal est vraiment excellent. Bon, après avoir parlé des acteurs, revenons quand même sur le thème, ou les thèmes principaux, sur ce monde qui disparaît pour laisser place à la modernité. C'est un peu ça, hein, le thème un peu plus philosophique du film. On le voit par exemple, bon c'est un peu con, mais on le voit par exemple à la bataille finale, où c'est vraiment tradition, avec le code d'honneur samouraï, etc., sans les armes, qu'avec l'agilité, l'esprit tactique, et la modernité avec l'armée japonaise qui est conduite par les troupes américaines, les fusils, etc. Voilà, c'est pas extrêmement subtil, mais on voit qu'il y a le combat entre la tradition et la modernité. Donc en fait, ce double thème qui est la fin d'un monde et la quête d'honneur dans un monde qui l'a oublié, là je parle du personnage de Tom Cruise, fait en fait un film profondément nostalgique, presque mélancolique, d'où le titre du film, hein, le dernier samouraï, The Last Samurai. Vous allez voir que ce n'est pas non plus le dernier film comme le titre, mais c'est aussi un des derniers dans son genre, malheureusement. En fait, cette émotion brute, alliée à la beauté visuelle, donne en fait au film une grandeur qu'on ne retrouve presque plus dans les blockbusters modernes, souvent dominés par le numérique et la franchise. En fait, le dernier samouraï appartient en fait à cette lignée de films épiques à l'ancienne, comme j'ai pu le dire, Gladiator, Braveheart, Danse avec les loups. Après lui, à partir des années 2000, Hollywood s'est tourné véritablement vers les super-héros à partir de... même au début des années 2000 avec Spider-Man, mais ça a encore pris une plus grosse importance à partir de The Dark Knight, la 3D, qui a quand même apporté sur les effets numériques, et les univers partagés, le romantisme un peu héroïque a peu à peu disparu. Et bien évidemment, le film a aussi joué un rôle dans la popularisation de la culture japonaise en Occident. C'est-à-dire que il sort à un moment où les spectateurs redécouvraient le Japon à travers le prisme du respect, de la philosophie et de la beauté en fait. Même si le film est hollywoodien, et pas exemple de cliché, on en reparlera après, hein, il a ouvert la voie à un regain d'intérêt pour le Japon féodal et pour l'esprit du Bushido, par exemple, qu'on a actuellement par l'émergence de plein d'œuvres ultra populaires. En fait, disons qu'il a ouvert à l'Occident, globalement, car les films de Kurosawa, je prends l'exemple évidemment des classiques, n'étaient surtout très populaires au Japon à l'époque, hein, mais pas trop en Occident. Et en fait, cette ouverture, en fait, tu peux voir son influence, on la voit, hein, par plein d'exemples ultra récents. Je prends l'exemple du jeu vidéo de Sucker Punch, Ghost of Tsushima,
le jeu PS4 qui reprend cette même fascination en fait pour l'honneur, la tradition et la fin d'un âge aussi. Le jeu est d'ailleurs développé par un studio américain, Sucker Punch, qui prouve que l'imaginaire du Japon ancien a touché le monde entier. Jeu que j'ai adoré d'ailleurs, j'ai adoré vraiment un voyage au pays du soleil levant inoubliable. J'ai adoré parcourir l'île, les personnages, l'univers, la musique, le plan caméra aussi, putain c'est là où on voit un film presque plus fort que le cinéma, c'est-à-dire avec le plan caméra, les paysages. C'est magnifique, c'est une masterclass ce film, vraiment, vous voyez je dis ce film alors que c'est un jeu vidéo, jouez-y, vraiment, ça c'est un jeu à faire absolument. Je m'offrais bien évidemment la suite qui vient de sortir, la Ghost of Yotei sur PS5, il a l'air génial aussi. Ça tombe bien d'ailleurs, le podcast sort en pleine période de sortie du jeu. Et l'autre influence, bien évidemment, qui est sortie récemment sur Disney+, c'est Shogun, déjà adapté du livre de James Clavell, qui était sorti je sais plus en 1977, un truc comme ça. On a remodernisé le bouquin avec la série de Disney+. Elle cartonne en plus, je crois qu'elle a cartonné cette série. Elle s'inscrit dans cette même veine, authenticité historique, lenteur contemplative, avec choc culturel entre l'Occident et le Japon. C'est vrai que ça se réexplique, ça se répète, mais bon, c'est tiré d'un bouquin aussi, faut se dire. Une superbe série aussi avec Hiroyuki Sanada dans le rôle principal, voilà, comme je vous disais qu'on le voyait partout, le gars. Il est aussi présent, c'était un peu normal. D'ailleurs, une saison 2 va bientôt arriver, je crois, sur Disney+, même si j'en vois pas trop l'intérêt, mais bon. Donc toutes ces œuvres en fait ont été les héritières spirituelles du dernier samouraï, mais avec les moyens modernes et la volonté de rendre hommage à la culture japonaise sans l'exotiser. C'est peut-être ça, c'est pour ça que ces œuvres ont peut-être un avantage par rapport au dernier samouraï. Alors en fait on peut vraiment définir ce film, Le Dernier Samouraï, comme un film crépusculaire à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est la fin d'une époque, celle des samouraïs, donc là on est plus dans le film, et aussi la fin d'un style de cinéma, et là on parle plus de manière globale. L'épique romantique sans effet numérique, c'est pour ça qu'on ressent le film comme un chant du cygne, du grand cinéma hollywoodien traditionnel tourné sur pellicule avec une vraie âme. Car aujourd'hui encore, il résonne dans des œuvres qui célèbrent la beauté et la philosophie du Japon, preuve que sa flamme continue de briller. Et puis évidemment, faut en parler, il y a la musique de Hans Zimmer. Alors là aussi, faut en parler, monsieur Hans Zimmer, parce que elle est sublime, voilà. C'est une bande originale qui te prend au trip dès les premières notes. Zimmer, en fait, il mélange les sonorités occidentales et japonaises, les cordes, les tambours, les flûtes traditionnelles. C'est vraiment magnifique. Oui, bien évidemment, il faut parler de Hans Zimmer. Oh là, c'est vrai que lui aussi, il divise beaucoup, ce compositeur. Je reconnais qu'il déteste foncièrement sa musique. Alors moi, c'est l'inverse. J'adore. C'est même plus que j'adore. Je crois que c'est mon compositeur préféré, tout simplement. Mais je comprends qu'on ne puisse ne pas aimer, voire qu'on ne puisse plus l'aimer. Ça, c'est aussi un truc à dissocier, car c'est un mec qui s'est trop souvent répété avec la même mélodie, qui depuis les années 2000, il s'enfonce dans la symphonique épique, dans un certain sens. Mais vous savez quoi, c'est ce que j'aime chez lui, l'épique, l'émotion, tout ce qui met la force et la puissance dans ses films. Hans Zimmer est détesté par certains pour sa répétitivité et son approche un peu industrielle. Oui, on est loin d'un Ennio Morricone, on est loin d'un John Williams ou de bien d'autres compositeurs, voilà. Mais en fait, il est admiré par la majorité pour avoir ce que j'appelle révolutionner le son du cinéma moderne et créer une identité musicale immédiatement reconnaissable. On reconnaît du Hans Zimmer directement. Alors c'est vrai que ça peut déplaire à beaucoup. Surtout ceux qui ont connu Hans Zimmer dans les années 90 où là aussi il a beaucoup évolué et il faisait une musique très différente avec Rain Man, avec True Romance, etc. Et même si certains ne l'aiment pas, qui n'a pas, en toute honnêteté, qui n'a pas frissonné en entendant les violons puissants et majestueux de The Dark Knight ? Ou encore, l'orgue symphonique et émouvant du passage du temps dans Interstellar. L'appel au voyage et à l'aventure dans Pirates des Caraïbes. La symphonie nippone, justement, dans notre film du jour. Ou encore, sans oublier, bien évidemment, son chef-d'œuvre, Now We Are Free, avec la voix de Lisa Gerrard. Musique absolument chef-d'œuvresque qui transcende le film Gladiator. Donc oui, il n'est peut-être pas le plus subtil des compositeurs, et je vous l'avoue, mais il est sûrement le plus influent et le plus contemporain. Et du coup, pour revenir sur la composition de Hans Zimmer, dans The Last Samurai, c'est un des meilleurs compos qu'il ait fait, en toute honnêteté. La musique ne fait pas qu'accompagner les images, je trouve, en fait, elle les transcende. Comme il a pu le faire avec Gladiator, parce que quand les batailles éclatent, tu ressens toute la puissance tragique du moment, et quand le film se tait,
où on laisse plus place au contemplatif, bah t'as des thèmes doux, presque médiatifs, qui te en fait ramènent à la paix et à la beauté du Japon ancestral. Et justement en fait ce mélange entre la culture occidentale et la culture japonaise, bah c'est tout le cœur du film, vraiment. Le choc des civilisations, oui, mais surtout la rencontre. Le Dernier Samouraï en fait ne montre pas un Américain qui vient sauver le Japon, comme j'ai pu entendre, non. Il montre un homme occidental qui apprend, qui écoute et qui s'imprègne en fait d'une autre vision du monde. Surtout un mec où il a plus une vision presque raciste et archaïque de cette culture. Liée aux toutes les guerres d'indépendance, les guerres indiennes qu'il a pu faire. Et en fait, ce mélange de culture, il est fait avec un vrai respect. Le film ne caricature pas, il contemple. Et c'est ça qui le rend si touchant. En fait, il parle de compréhension, d'équilibre et un peu d'humilité. Donc en résumé, après toutes ces critiques, le Dernier Samouraï a divisé parce qu'il est à la croisée de deux mondes, entre l'Orient et l'Occident, entre le respect et la projection, entre la vérité historique et la légende cinématographique. Mais en fait, avec le recul, beaucoup reconnaissent aujourd'hui que c'est un film sincère, humble et profondément respectueux, qui a justement contribué à ouvrir les portes d'un imaginaire japonais plus large, inspirant des œuvres comme je l'ai dit, Ghost of Tsushima ou encore Shogun. Le Dernier Samouraï, c'est un film un peu oublié aujourd'hui, pas parce qu'il est mauvais, absolument pas, au contraire, c'est justement parce qu'il appartient à une autre époque du cinéma, pour moi. Une épopée où les blockbusters pouvaient être encore sincères, humains et profondément mélancoliques. Mais en fait, ce genre de film, Hollywood n'en fait plus, et c'est là que commence malheureusement l'oubli. Et on va passer à la conclusion, parce que je crois que l'épisode est déjà assez long. Eh bien écoutez, Le Dernier Samouraï est oublié parce qu'il est sorti au mauvais moment, parce qu'il ne rentre dans aucune case moderne, parce qu'il parle de lenteur, d'honneur et de beauté dans un monde qui va trop vite actuellement. Mais c'est justement ce qui fait qu'il vieillit si bien, je trouve. Aujourd'hui, quand on le revoit, on ressent la nostalgie d'un cinéma disparu, un cinéma plus sincère, tourné sur pellicule avec des émotions plus vraies, des paysages vrais, des acteurs plus habités. On voit plus Ken Watanabe. Tom Cruise, pour moi, il s'est perdu dans ce melting pot de rôle de cascade. Et Hiroyuki Sanada, malheureusement, on le prend plus parce que c'est l'acteur populaire japonais. Donc même en tant qu'acteur, ils se sont un peu tous diversifiés, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Donc oui, tu vois Le Dernier Samouraï, c'est pas juste un film d'action ou une fresque historique, c'est une petite expérience humaine, allez, disons-le. C'est un film qui parle à la fois à la tête et au cœur. Donc oui, je le conseille à tous ceux qui aiment le cinéma qui prend le temps, le cinéma qui regarde l'homme, pas juste le spectacle. Si t'en as marre des blockbusters qui font du bruit sans émotion, oui, regarde Le Dernier Samouraï. Hein. Si vous en avez ras le cul des blockbusters qui font toujours des vannes, regardez Le Dernier Samouraï. Si vous voulez redécouvrir ce que c'est le vrai grand cinéma d'aventure, celui où l'action sera l'âme et pas l'inverse, prenez Le Dernier Samouraï. C'est un film que je recommande aussi à ceux qui s'intéressent à la culture japonaise. C'est une excellente porte d'entrée à son histoire, à sa philosophie, à sa culture, parce que même si c'est une œuvre américaine, donc elle porte le regard plein de respect et de fascination sur le Japon, peut-être un peu trop, voilà. On a le Bushido, la méditation, l'honneur, la beauté du geste. C'est une rencontre de culture et pas une appropriation, on est loin de ça. Le film où un soldat américain trouve la paix au cœur d'un monde qu'il ne comprend pas, et où la tradition japonaise est filmée avec une tendresse rare. Et puis il faut le dire, tout dans ce film respire la grandeur du cinéma à l'ancienne. Les acteurs, comme je dis, sont vraiment exceptionnels. Tom Cruise y est humain, brisé, sincère, tandis que Ken Watanabe dégage une noblesse presque spirituelle. Leur duo, c'est deux mondes qui s'apprivoisent, deux âmes qui se reconnaissent. Et par-dessus tout, t'as la musique de Hans Zimmer, magistrale, envoûtante, entre violons occidentaux et flûte japonaise, c'est super. Elle te fait voyager, elle t'emporte, c'est pas juste un accompagnement, c'est une émotion pure. Alors oui, ce film a été critiqué, il a été un peu oublié. Mais il reste aujourd'hui un des derniers grands films épiques faits avec sincérité, avant que le numérique prenne le dessus. En fait, le film il appartient à une époque où Hollywood croyait encore à la puissance de l'humain, du vrai et du tangible. Donc, Le Dernier Samouraï, c'est un film sur la fin des mondes, la fin des samouraïs, la fin de l'honneur et la fin d'un cinéma romantique. Mais c'est aussi un film sur la renaissance, sur la possibilité de retrouver du sens, de la paix et de la beauté. Et là, on parle plus sur une culture nippone et japonaise. Et c'est bel et bien ce que j'appellerais le dernier film hollywoodien. Alors, à qui je conseille le film ? À ceux qui veulent ressentir, et pas seulement regarder. À ceux qui aiment les films pleins d'âme, de respect et de grandeur. Et à tous ceux qui croient encore que le cinéma, avant tout, c'est une rencontre entre les êtres et les cultures.
Le Dernier Samouraï, c'est plus qu'un film, c'est un adieu à un monde disparu, et un rappel de ce qu'on a perdu en chemin. Donc avant de conclure, vu qu'on parle un peu Japon et samouraï, je voulais vous recommander une liste rapide de films ou de séries à voir autour du mythe du samouraï, qu'il faut avoir vu absolument pour connaître toute la culture de cette époque. Bon, je fais rapide, hein. Bon, on a les plus classiques, on a les 7 samouraïs de Kurosawa, voilà, un classique, il faut l'avoir vu. Rashomon de Kurosawa aussi, beaucoup plus simple d'accès que les 7 samouraïs, il dure déjà moins d'1 heure et demie, et le film est intéressant sur la perception des événements avec plusieurs points de vue. D'ailleurs, vous devez connaître le film, vu que Ridley Scott s'en est largement inspiré pour son film Le Dernier Duel. On a Ran aussi, de Kurosawa, hein. Là on est sur la rétrospective Kurosawa. Plus récent, 1985, donc si vous êtes un peu fébrile face au film Les 7 Samouraïs, qui est sorti en 1957, putain j'espère que j'ai bon. Là on est 1985, donc c'est plus moderne. Après en série, bah oui, Shogun, bien évidemment, surtout pour la nouvelle génération, plus facile et plus simple d'accès. Et enfin pour finir, eh bien Ghost of Tsushima. Bah oui, le super jeu de Sucker Punch. Bon là aussi, je vous apprends rien, je pense que la moitié des gens qui écouteront l'ont vu ou l'ont joué. Donc oui, toutes ces œuvres sont à faire si vous voulez rentrer pleinement dans la culture japonaise et nippone. Ce podcast est dorénavant terminé, putain, il a été long. Merci pour toutes les personnes qui écouteront en entier. Je vous remercie pour votre écoute. Avez-vous vu Le Dernier Samouraï ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Et sinon, eh bien, voyez-le. Vous ne serez pas déçus. Même si le film n'est pas parfait, comme j'ai pu le souligner et le constater à travers les différentes critiques qu'on a pu faire, le film reste super intéressant. Donc merci encore pour votre écoute, ça me fait toujours plaisir. Comme d'hab, les petits abonnements sur Insta, TikTok. Si vous êtes intéressé par mon travail, c'est tout. Et donc moi, je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.